Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Tripoli ou la dernière chance. Deux longues jambes protègent ma cachette. Deux longues jambes minces, comme un rempart entre une petite fille et ce monde inconnu, un peu inquiétant, peuplé de gens nouveaux aux noms étranges. Aldo, Enrico, Salomon, Dario, qui s'interpellent dans une langue que je ne comprends pas. Le pli du pantalon est impeccable, les bottines luisent comme deux miroirs. Une des dernières images qui me restent de lui. Mon père, mon repère. Nous sommes arrivés 2 jours plus tôt en Libye, où mes oncles sont marchands de tissus. J'ai eu le privilège de l'accompagner au magasin pour son premier jour de travail. Je me sens fière, 4 ans, presque l'âge de raison. Les oncles se sont précipités vers moi sitôt le seuil franchi. Chez Karina. Chez Bella. Je sais que c'est de l'italien, mon père m'a prévenu. À voir son visage rayonnant, je me doute que l'appréciation est plus que flatteuse. On me soulève, on caresse mes cheveux, je passe de bras en bras. Les présentations faites, mes oncles retournent à leurs occupations, mon père s'installe devant le comptoir des ventes. Circonspecte comme un chat découvrant un nouveau territoire, je me hasarde à faire le tour du propriétaire. Nous sommes dans une vraie caverne d'Ali Baba. Partout des étagères de bois blond, des centaines d'étoffes en piles bien rangées à carreaux, à pois, à fleurs, des tissus damassés, des soieries, des doublures aux couleurs chatoyantes. Des rouleaux dissimulés sous une toile de jute attendent dans le cagibi. Je hume l'odeur particulière qui se dégage de cet amoncellement de fibres de coton, de lin, de laine. J'ose une première caresse, comme ce tissu est doux. Les premiers clients ont passé leur commande. Mes oncles courent d'un bout à l'autre de la boutique. Mon père trône immobile derrière le comptoir. Un rouleau vierge posé devant lui attend le premier coup de ciseau. Mon père est le grand sacrificateur, c'est lui qui d'un geste sec, précis, déchire l'étoffe réclamée. Pas la moindre hésitation, la blessure est nette, sans bavure. J'admire son aisance, sa maîtrise. Pas étonnant que mes oncles l'aient accueilli avec de tels transports de joie. Il devait être perdu sans lui. Je comprends enfin ce long voyage, notre départ précipité de Tanger. La fatigue me prend, trop d'émotions, trop de bruit. Je me glisse sous le comptoir, disparais. De mon refuge, personne ne peut me voir. Rassuré, pacifié, le nez dans une multitude de petits bouts de tissu, d'échantillons, je ferme les yeux sur les bottines familières et m'endors paisiblement. J'ignorais que les comptoirs n'offrent qu'un abri provisoire. Ce n'était pas pour voler au secours des frères de Léon que mes parents avaient quitté Tanger. Leur couple était au bord de l'explosion. Si ma mère avait cru naïvement les premiers mois de son mariage que la jalousie de son époux était un hommage à sa beauté, une maladresse d'amoureux, il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir avec effroi que c'était de la morbidité. La moindre promenade vire au cauchemar. Léon, partagé entre la fierté d'avoir à son bras une femme superbe et la hantise de l'avoir courtisée, suspecte en chaque passant un rival potentiel. Ma mère doit marcher les yeux baissés, ignorer les regards admiratifs, les salutations des voisins. Dans les échoppes, c'est lui et lui seul qui passe la commande. La moindre infraction à ses règles et c'est le drame. Tu lui as souri. Mais je sais ce que j'ai vu. Tu me prends pour un imbécile. Si elle a le malheur de vouloir s'expliquer, c'est l'instituteur de Raphaël, je ne voulais pas être impoli, c'est l'explosion. Tu l'as aguiché. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ça t'amuse de m'humilier devant les enfants. Tais-toi. Tout le monde nous regarde. Tu tiens à me rendre fou. Rentré à l'appartement, des heures durant il rumine sa supposée infortune. À table, il critique le choix des mets, leur cuisson, une preuve de plus s'il en fallait qu'elle a la tête ailleurs. En notre présence, ma mère s'interdit de protester. Léon en profite pour enfoncer le clou. Une fille lâchée seule dans le monde à 15 ans, il aurait dû se méfier. Sa colère tombée, il la supplie de lui pardonner. Il n'est qu'un imbécile, indigne d'une femme si merveilleuse, si compréhensive. Il jure que c'est fini, que plus jamais il ne se laissera aller à ses débordements. Victoire se laisse attendrir. Cet homme peut être le plus tendre des pères, le plus attentionné des maris. Elle veut croire, contre toute évidence, que cette crise sera la dernière. Et Léon est si beau. La trêve ne dure jamais longtemps. Et il y a les nuits. De plus en plus souvent Léon se réveille en hurlant. Victoire, terrifiée, essaie de ne pas pleurer.
Elle sait qu'à la première larme, il perdra tout contrôle, s'épuisera en cris, imprécations, jets d'objets contre les murs pourvu que les enfants ne se réveillent pas, et la rendra au matin responsable de son sommeil troublé. Que faire? Elle a tout essayé, le rassurer, regimber, l'ignorer. La mauvaise conscience de Léon retourne contre elle la moindre tentative d'apaisement. Elle se sent coincée. Pour le suivre, elle a dû renoncer à son poste d'institutrice, elle a quitté Casablanca, sa ville d'adoption, sa famille. Elle n'a plus rien à négocier, elle a cédé sur tout. Et voilà qu'une seconde grossesse, puis une troisième l'englut dans ce mariage désastreux. J'avais 20 ans quand elle m'a avoué avoir couru tout danger pour se faire avorter. Ma naissance ne fut que l'incarnation vagissante de son échec. J'ai raté ma vie à cause de vous. Combien de fois, mon frère et moi allions entendre ce leitmotiv. Si au moins Léon avait assumé sa part de contrat. Mais il est aussi piètre négociant qu'époux. Ses affaires sont loin d'être prospères. La coupable, bien sûr, c'est Victoire. Quel homme marié à cette femme trop libre pourrait se concentrer sur son travail? Est-ce sa faute à lui s'il lui arrive de planter des clients en pleine négociation? Pour courir vérifier qu'elle est bien au foyer à s'occuper des enfants, et non à cancaner avec une de ces suffragettes venues d'Europe, ou pis à courir les boutiques dans cette robe affriolante qu'elle n'a jamais voulu jeter. Ma mère finit par appeler Giuseppe à l'aide. Pour l'oncle de Léon, l'isolement des deux époux est la cause du naufrage. Il convient de rapatrier au plus vite la petite famille en Libye. Aussitôt dit, aussitôt fait. Léon retrouve sa place dans le magasin familial, ses frères veillent sur lui, ses belles-sœurs sur Victoire. Becky, la plus jeune, s'installe même à la maison, officiellement pour aider Victoire épuisée par ses couches à s'occuper des aînés. Savoir sa femme entourée, plus surveillée qu'une favorite dans un harem devrait suffire à calmer ses inquiétudes. C'est oublier que raison et jalousie sont comme huile et eau, et qu'un jaloux seul avec l'objet de ses craintes sur une île déserte soupçonnera les pierres, le sable, les coquillages. Et Victoire est maligne, elle a fait des études, il lui sera facile de tromper la vigilance de ses naïves parentes. Qui, du reste, peut l'assurer de leur entière loyauté? Elles aussi sont des femmes, et l'on sait bien que se fier à une femme, c'est se fier au diable. Rassurer Léon est un travail de chaque instant. Tous ont beau tenter d'élever une digue, ses peurs sans cesse renouvelées risquent d'une minute à l'autre de la voir déborder. Ce n'est qu'une question de temps. Une nuit déjà, le drame a été évité de justesse. Léon, hystérique, ma petite sœur dans les bras, menaçait de nous précipiter l'un après l'autre du balcon, hurlant qu'il ne supportait plus de vivre ainsi et qu'il valait mieux pour tous en finir. Par quel miracle de psychologie Becky a-t-elle pu le convaincre de lâcher le bébé, le calmer, le ramener à la réalité, penaud sans doute, peut-être déjà oublieux de sa tentative? Ma mère ne peut espérer que le miracle se renouvelle. Il lui faut accepter l'idée que son mariage est mort, que rester compromet notre survie. La rupture est imminente, je ne la sens pas venir. Ces années si éprouvantes pour elle ont été pour moi des années d'insouciance et de félicité. Mon père, c'était cet homme qui chaque soir me murmurait des histoires abracadabrantes et magiques, me bordait dans mon lit, puis me couvrait les yeux d'une main douce pendant que nous récitions la prière du soir, Shema Israël. Et il y avait la tribu, les tantes, joyeuses, rieuses, tout m'enchantait, la préparation des repas, leurs curieux rituels. Surtout, il y avait Aldo. Aldo, le plus jeune de mes oncles, avait fait de moi sa coqueluche, j'étais sa petite princesse, sa merveille. Avait-il une heure ou deux de libre qu'il déboulait en riant, me hissait sur ses épaules, dévalait les escaliers en me claironnant que j'allais voir ce que j'allais voir. À 25 ans, Aldo avait tout du chien fou, facétieux, espiègle, charmeur, curieux de tout, amusé d'un rien. Il n'avait de cesse de me faire partager ses découvertes, ses joies. La meilleure glace de Tripoli, un jardin plus beau que les jardins suspendus de Babylone, l'arrivée d'une caravane venue du Tchad ou de Mauritanie, avec ses hommes bleus et ses chameaux croulant sous les ballots. Était-il chargé par ses aînés de m'éloigner le plus possible de cet appartement dont l'air était devenu irrespirable? S'était-il lui-même déclaré mon protecteur? Je ne suis certaine que d'une chose, notre totale complicité. Si nous racontions volontiers nos flâneries dans la Médina, ou notre émerveillement quand les nomades déballaient leurs trésors, nous nous gardions bien d'évoquer certaines escapades moins consensuelles. Comme tout bon tripolitain, Aldo était un fervent adepte du narguilé.
Il est peu probable que mes parents, très à cheval sur les traditions, eussent vu d'un bon œil leur fille de 5 ans devenir une habituée du Funduk al-Zahar. Ce temple de la longue pipe à eau, installé dans un ancien caravansérail, n'était à vrai dire fréquenté que par des hommes ayant depuis longtemps passé la puberté, presque tous de confession musulmane. Je rayonnais en traversant le passage voûté qui menait à la cour oblongue où, statufiés, les joueurs de cartes de la semaine précédente poursuivaient leur partie. Être la seule fillette admise dans ce monde de grands me ravissait autant sinon plus que la citronnade fraîche que m'offrait Aldo. Nous nous installions un peu en retrait à notre place préférée. Aldo hélait le serveur égyptien, Aziz Oued Chicha. Blotti entre ses jambes, je l'écoutais m'expliquer qu'il n'y a pas si longtemps, l'endroit hébergeait les bédouins venus de pays au-delà du désert. Les hommes dormaient à l'étage, leurs bardas et leurs bêtes au rez-de-chaussée, juste derrière toi, là où les artisans ont ouvert leur échoppe. Il me parlait des longs mois à affronter les tempêtes de sable, la soif, les attaques de pillards, de caravanes évanouies. Sais-tu que leurs ancêtres fournissaient aux Romains les bêtes féroces pour leur cirque? Enivré par ce tabac au parfum de miel qui grésillait, je m'imaginais entouré de tigres et de lions, tous bien entendu charmés par ma petite personne et se disputant mes caresses. Mon oncle m'avait fait promettre de ne parler à quiconque du Funduk al-Zahar, c'était notre secret à nous. En sortant, il se saisissait du lance-parfum mis à la disposition des clients et m'aspergeait les cheveux d'eau de fleurs d'oranger. C'eût été trop bête d'être trahi par l'odeur du tabac. Nous avions un autre plaisir peu avouable, la contemplation de la relève de la garde écossaise. Chaque jour à heure fixe avait lieu un étrange ballet devant le fort. Des jeunes gens en jupe portant un drôle de chapeau se croisaient et se recroisaient en soufflant dans une grosse poche bardée de tuyaux. Les sons émis étaient stridents, discordants. Plus ils gonflaient leurs joues, plus la note expulsée explosait en un énorme couac. J'applaudissais à tout rompre ce rituel incongru, cocasse et d'une absurde beauté. Si elle avait su notre engouement pour les petits soldats en kilt, Becky aurait hurlé à la haute trahison. Elle haïssait les Britanniques, ces fils de Satan, ces Tartuffes qui n'étaient venus que pour semer la zizanie dans sa Libye adorée. Ah, ils s'y entendaient pour monter les communautés les unes contre les autres. Ils posent un pied dans un pays, et les meilleurs amis commencent à s'étriper. La perfide Albion. Pour être perfide, ça elle était perfide. Sûre que ces monstres avaient fait exprès l'année précédente, d'annoncer à l'avance leur retrait de Palestine. Résultat, des pogroms dans toute la région, rien qu'à Tripoli, 15 juifs avaient été tués. Et bien entendu, ces fourbes s'étaient bien gardés d'intervenir. À 6 ans j'ignorais tout de ce drame. Aldo, lui, préférait l'imputer à la stupidité des hommes. À quoi bon lutter contre quelque chose qui nous échappe? Comme nous avons eu raison de profiter de chaque instant volé, de danser, léger devant ces mondes qui s'effondraient, il nous restait si peu de jours. 2. Comment notre mère nous kidnappa. 3 ans déjà qu'ils vivent à Tripoli. Victoire a pris sa décision. Elle ne peut plus attendre en tremblant que se commette l'irréparable. Son espoir de voir Léon contraint par la présence de ses frères et sœurs à une certaine maîtrise s'est révélé illusoire. Elle est épuisée de devoir surveiller ses paroles et ses gestes. Même ses silences sont suspects. Depuis la scène du balcon, elle crève littéralement de trouille. Il faut fuir, mettre ses enfants à l'abri loin, très loin. Bien sûr ce ne sera pas facile. Léon surveille, chronomètre ses rares déplacements. Heureusement, il y a Becky. Becky n'est pas la seule à voir que Victoire est à bout, mais le reste de la fratrie se sentirait coupable de désavouer ce frère, dont ils savent, pour en avoir pâti, de quels excès il est capable. Alors, s'il n'hésite pas à lui ouvrir la maison familiale quand elle se sent menacée, il minimise. Léon a les nerfs fragiles, il a besoin d'être chouchouté, rassuré, c'est le rôle d'une femme de soutenir son époux. Que Victoire prenne sur elle, et laisse le temps arranger les choses. Becky, elle, ne peut oublier le visage de son frère s'apprêtant à jeter sa benjamine dans le vide. Elle sait que ma mère a raison, en dépit des paroles apaisantes de Salomon, des pirouettes d'Aldo. Cette fois, elle écoutera son cœur. Cette fois. Car Becky a un secret. Un secret qu'elle a chuchoté à Victoire une nuit chaude, au parfum entêtant. Jeune fille, elle avait un fiancé, un jeune homme au regard doux et timide, un étudiant rencontré à la bibliothèque.
Il lui avait souri des mois avant d'oser lui adresser la parole. À l'époque, un véritable interrogatoire attendait le prétendant. Tout était passé au crible, son âge, sa situation, ses espoirs de carrière. Le fiancé, je ne sais pourquoi, n'avait pas convaincu. Lui avait-on découvert un parent mort de tuberculose? Une lointaine cousine à la réputation douteuse? Vicky ne pouvait s'empêcher de penser que les siens s'étaient montrés moins rigoureux quand il s'était agi de caser Léon, et qu'il y avait eu, sinon tromperie, du moins dissimulation sur la qualité de la marchandise, pieux silence sur les vices cachés. Elle ne se soumettra pas 2 fois au diktat familial. Elle va aider Victoire à fuir. Une façon peut-être de se repentir d'avoir si peu lutté. Un demi-siècle plus tard, elle m'avouera, rougissante, regretter encore cet amour perdu, c'était l'homme de ma vie. Pas le temps de s'apitoyer. Ses yeux pétillent, elle a subi plusieurs crises cardiaques, elle souffre d'ostéoporose mais elle a toujours la même soif de vivre. Un elfe bossu et sautillant qui me tient sous son charme. Tu peux m'aider à attraper ce pot. C'est curieux, avant je l'atteignais, quelqu'un a dû surélever l'étagère. Chaque jour Victoire cache dans son sac. Un matin une chemise, le lendemain une robe, qu'elle file enfouir en douce dans la valise que Becky a dissimulée à la consigne de la gare. Semaine après semaine, la valise se remplit, la penderie se vide. Heureusement Léon, en bon méditerranéen, jugerait insultant pour sa virilité d'entr'ouvrir un placard. Sa femme choisit toujours ses vêtements de la journée et les dispose sur le lit avant de descendre préparer le café. Le grand jour est arrivé. Il n'a pas été choisi au hasard. Le vendredi est jour d'affluence au magasin et le tout Tripoli se bouscule entre les rayons. Les frères n'ont pas le temps de faire une vraie pause et doivent se contenter d'une collation sur place. Ils ne rentreront chez eux qu'au coucher du soleil. Nous aurons depuis longtemps passé la frontière. Au petit déjeuner, Léon se montre d'une humeur charmante. Il plaisante, nous taquine gentiment. C'est l'heure de partir pour l'école. Victoire nous met nos manteaux, embrassez votre père. Pressés de retrouver nos camarades, nous effleurons son front d'une bise distraite et filons vers la porte. Nous ne savons pas que nous ne le reverrons plus. Seul mon frère a été mis dans la confidence. Victoire n'avait pas le choix. On ne berne pas un garçon de 9 ans aussi aisément que 2 fillettes de 3 et 6 ans. Il fallait éviter une éventuelle révolte. Elle a dû lui avouer ses craintes, le supplier d'être fort, de l'aider, c'était lui maintenant l'homme de la famille. La charge est lourde pour un petit garçon. Ce baiser qu'il vient de donner, c'est le baiser de Judas. Son regard n'a pas scié. Il a bravement souri en disant « À ce soir ». Pour son père, dans quelques heures, il sera le dernier des traîtres, que pouvait-il faire? Il n'avait le choix qu'entre 2 trahisons. Nous nous dirigeons vers la maternelle que je fréquente depuis quelques mois. Soudain nous bifurquons, et accélérant le pas, notre mère nous entraîne vers la gare. Nous courons presque. Ma petite sœur n'arrive plus à suivre. Elle se met à pleurer. Victoire panique. Vite, vite, elle retire la valise de la consigne, prend les billets, nous fait grimper dans le train, nous installe dans un compartiment, tire le rideau, se soleille, s'assoit enfin. Nous nous blottissons contre elle, apeurés, son cœur bat si fort contre ma joue. Elle ne peut s'empêcher de guetter d'un regard furtif les voyageurs qui se pressent dans les couloirs. Des commerçants aussi en vue que les oncles connaissent tant de monde. Elle sursaute à chaque visage entreaperçu. Le sifflement du chef de gare précipite les derniers voyageurs sur les marchepieds, les quais reculent, lentement disparaissent, les maisons cèdent la place aux palmeraies, aux reigues, Victoire se détend. Nous regardons émerveillés, les dédales de canyon, les rochers sculptés, les dunes blondes encombrant les oueds. Victoire n'entend pas nos cris d'enthousiasme. Nous avons vite cessé de la harceler de questions. Pourquoi, comment? Elle est en pensée dans le magasin de tissus. Pourvu que Becky ne craque pas. Elle ne doit remettre la lettre d'adieu que le lendemain. Tant qu'il restera un doute. La frontière tunisienne, la plus dangereuse. Les douaniers s'approchent. Ils paraissent énormes dans leur uniforme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.